FOL TV, la chaîne qui transforme. Il a vaincu des rois, conquis des royaumes et imposé sa puissance au royaume du Mandin et du Ouagadou et bien au-delà. Il avait des dons mystiques redoutés de tous, une connaissance du feu, du fer et du surnaturel que peu oser défier. Et pourtant, aujourd'hui, son nom évoque à peine plus qu'un tyran cruel dans les livres d'école, un sorcier démonisé et un roi sans grandeur. Mais si tout cela n'était qu'un récit fabriqué par ses ennemis, si Soumanguru Kanté avait été bien plus que le monstre des récits mandingues, et si l'histoire officielle avait étouffé, volontairement, et les véritables dimensions de son génie, voici l'histoire d'un roi puissant et stratégique, un roi qui a fait trembler l'Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle, mais dont le souvenir fut sali par les vainqueurs. Une figure complexe, ambivalente, mais indéniablement majeure. L'Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle est un monde en ébullition. Les grands royaumes s'affrontent, le Mandin renaît de ses cendres, l'empire du Ghana, Ouagadou, s'effondre, et le Soso, grâce à Soumanguru Kanté, s'impose comme une puissance montante. Mais cette ascension fulgurante ne plaît pas à tout le monde. D'un côté, un roi issu de la caste des forgerons, non noble, devenu maître d'un royaume par ruse et intelligence. De l'autre, des griots du Mandin, au service de Soundiata Keïta, qui écrivent l'histoire à leur manière. Résultat, un héros effacé et un tyran inventé. Mais qui était vraiment Soumanguru Kanté? Un tyran cruel ou un visionnaire incompris? Voici l'histoire de Soumanguru Kanté, le roi forgeron du Soso. Soumanguru Kanté est né dans les terres rouges de Sosodaga, dans l'actuel Mali. À cette époque, au cœur du XIIIe siècle, le monde mandingue est fracturé et les rapports sociaux rigides. Un homme, s'il n'est pas noble, ne peut espérer régner. Pourtant, Soumanguru Kanté va briser cette règle millénaire. Il n'était pas prince, il était forgeron. Et pourtant, il devint roi. Selon les traditions orales, il serait le fils de Baladjan Kanté et de Sansoun Touré ou Ina Kumbaso. Mais d'autres récits le disent né de Tiemoko Diarisso, voire nommé Ngolo ou Bandjougou Diarisso. Le flou autour de ses origines révèle déjà une chose. Cet homme échappe au cadre classique de l'histoire. Son nom lui-même est sujet à débat. Kanté, Diarisso ou même Kumbaru Kanté, surnom qui deviendra patronyme. Ce flou n'est pas un hasard. Il est le symptôme d'un effacement volontaire. Un homme si puissant, mais dont les récits ont été brouillés, effacés et retravaillés. Car pour certains griots du Mandin, il fallait faire de lui une anomalie, une aberration. Dans une société où la noblesse gouverne et les castes servent, Soumanguru Kanté naît forgeron. Une caste respectée pour sa maîtrise du feu et du fer, mais cantonnée à des rôles techniques et mystiques, jamais politiques. C'est dans cet univers rigide qu'il apprend à lire les signes du monde, à manipuler les énergies du fer et à comprendre les lois de transformation. Dans un moment de transition, alors que le pouvoir Diarisso faiblit, Soumanguru Kanté met en œuvre l'un des premiers coups d'État connus de l'histoire ouest-africaine. Un renversement savamment orchestré contre les princes régnants. Pas par la force brute, mais par une combinaison de ruses, d'alliances discrètes, de peurs mystiques et de manipulations politiques. Il comprend que le pouvoir ne se prend pas seulement avec une armée, mais avec une vision, avec des symboles, et avec la peur. Ce n'est pas un soulèvement du peuple. C'est une transition feutrée, lente, méthodique, mais inéluctable. Le forgeron du village devient roi du Soso. Un roi qui ne devait pas exister. Avec cette ascension, Soumanguru Kanté rompt les règles. Il est la preuve vivante qu'un homme, même sans lignage royal, peut s'élever par ses compétences, sa stratégie et ses dons. Il devient le symbole d'une méritocratie avant l'heure, dans un monde verrouillé par les hiérarchies de naissance. Mais cette transgression ne sera pas oubliée. Les griots du Mandin, gardiens de la tradition, le lui feront payer. Ils le feront apparaître comme une erreur. Un tyran. À ses ennemis, aux malinqués, aux chefs qui contestent sa légitimité, il lance une phrase restée dans la mémoire collective. « Je suis roi du Mandin par la force des armes. Mes droits ont été établis par la conquête. » Une phrase de défi, une déclaration de souveraineté, et une provocation aussi, mais surtout un résumé de sa vision du pouvoir. Ainsi commence le parcours de Soumanguru Kanté. Non pas dans les palais, mais dans les forges. Non par l'héritage, mais par la maîtrise. Il est le forgeron devenu roi.
Le commencement d'une autre manière de gouverner. Une autre lecture du pouvoir. Une menace pour les anciens ordres. Et ce n'est que le début. Dans l'imaginaire mandingue, les grands rois sont des guerriers. Mais Soumanguru Kanté n'était pas un roi comme les autres. Il ne se contentait pas de vaincre sur le champ de bataille, il dominait aussi l'invisible. Son chiffre sacré, le 9, résumait sa vie, ses pouvoirs, sa stratégie et même sa chute. 9 rois vaincus, 99 épouses, 9 lieux de culte et 9 prédictions à sa mort. Le chiffre 9 n'est pas anecdotique dans la trajectoire de Soumanguru Kanté. Il est au cœur de sa mythologie personnelle, un code mystique qui structure sa vision du monde et de la guerre. Dans sa devise même, transmise par les griots, on lit en bambara « Kononton wolola kononton la, kasse sigyoroma na anima » qui veut dire « 9 ont donné naissance à 9, jusqu'à 4 fois ». Chaque action, chaque conquête, chaque rituel semble inscrit dans une logique sacrée. Il ne fait rien au hasard. Il agit selon des cycles, des chiffres et des signes. Et c'est cela qui fait de lui plus qu'un roi, un maître des forces visibles et invisibles. La légende raconte qu'il avait 69 façons de se métamorphoser. Tantôt lion, tantôt serpent, tantôt fumée. Il apparaît, disparaît et anticipe les coups. Grâce à sa sœur Kankumba, intermédiaire entre lui et les esprits, il accède à un niveau de savoir surnaturel redoutable. Ses cultes sont nombreux et puissants. Il consulte les forces invisibles, il leur offre des sacrifices et il écoute leurs réponses. Ce sont elles qui guident ses décisions, qui lui confèrent sa force invincible. Contrairement à d'autres rois, Soumanguru ne donne pas de largesse aux griots. Il ne les paie pas et ne les flatte pas. Et les griots, en retour, refusent de chanter ses louanges. Sa puissance sans partage ne pouvait que susciter la peur. Et cette peur allait bientôt appeler un nom, Soundiata Keita. La guerre entre deux visions du monde allait commencer. À la tête du royaume de Soso, Soumanguru Kanté était un roi à part. Il était surnommé l'homme aux 69 métamorphoses. Un surnom qui résume toute une cosmologie politique. Être partout, tout le temps et sous toutes les formes. Le lien entre Soumanguru et le surnaturel remonte à l'enfance. Sa sœur, Kankumba Kanté, joue un rôle fondamental. Elle est son guide mystique, son intercesseur auprès des esprits, celle qui l'initie aux secrets invisibles. Grâce à elle, il accède à des connaissances occultes, entre sciences sacrées et sorcellerie, qui le rendront pratiquement invincible. Cette initiation n'est pas un simple folklore. Elle est profondément structurée, rigoureusement codifiée et intimement rattachée à des lieux précis. À travers ce parcours initiatique, Soumanguru ne devient pas seulement roi. Il accède au statut de prêtre-roi, dépositaire d'un pouvoir mystique singulier. Tel un empereur bâtisseur du spirituel, il met en place 9 centres de puissance mystique, répartis dans tout l'espace soso-mandingue. Le soso-bala, son balafon personnel, incarne à la fois la mémoire des conquêtes et la force victorieuse. Le tambour tabal sert d'instrument de guerre, mais aussi de support rituel. La colline du Nyanan, située à Koulikoro, représente un lieu sacré associé à la disparition, à l'élévation et à l'éternité. Il s'entoure également du serpent Nyanan, animal totémique et gardien spirituel du royaume. Le site de Faroquin à Cayo est dédié au culte de la sirène, symbolisant le lien profond entre le pouvoir royal et les forces aquatiques. À Gounin, le caïcédra devient un arbre de prière, un véritable axe entre le monde visible et l'invisible. Soumanguru fonde aussi à Sotuba le Komo, un sanctuaire d'invocation des génies, tandis que la rivière Wayowayanko assure purification et protection au royaume du Soso. Enfin, le culte de l'aigle en couple vient parachever ce dispositif mystique. Il incarne la vision, la hauteur et la clarté spirituelle qui guident l'action du roi prêtre. Ces lieux sont activés par des sacrifices, des chants, des instruments et des paroles sacrées. Ils ne sont pas décoratifs, ils sont les piliers de son pouvoir. Sans eux, le roi n'est rien. Avec eux, il devient l'homme aux 69 visages, capable de se dérober, de frapper et de renaître. Il est un stratège, mais aussi un voyant. Un roi dont les ennemis disent qu'ils pouvaient voir leurs plans avant qu'ils ne soient formulés. Et ce n'est pas de la superstition, c'est une science du pouvoir. Une forme de gouvernance ésotérique,
pratiquée autrefois par d'autres empires également, des pharaons d'Égypte aux rois sorciers du Bénin. À l'image de Machiavel ou de Sartre, Soumanguru Kanté semble croire que le pouvoir exige des mains sales. Il ne cherche pas à être aimé, il veut être craint. Il ne suit pas une éthique religieuse ou spirituelle. Il suit une logique d'efficacité. Il ne cherche pas la légitimité traditionnelle, il l'impose. Il sait que la peur, le mystère et la stratégie valent plus que les discours. Peut-on gouverner innocemment? Cette citation de Sartre, prononcée des siècles plus tard, semble avoir été vécue par Soumanguru Kanté avant l'heure. Et cette posture rappelle d'autres figures. Staline, dont le pouvoir reposait sur l'anticipation, la terreur et le silence forcé. Mao Zedong, qui a imposé une vision du monde, quitte à briser les anciennes structures. Les pharaons, rois-dieux dont la puissance reposait autant sur les temples que sur les armées. Soumanguru Kanté s'inscrit dans cette lignée de dirigeants totaux. Il est à la fois chef militaire, chef spirituel, chef politique. Et s'il est redouté, ce n'est pas seulement parce qu'il est fort, mais parce qu'il est insaisissable. Dans cette Afrique médiévale encore structurée par la tradition, il impose une nouvelle manière de gouverner. Par le savoir mystique, par la peur sacrée, par la métamorphose et la ruse. Et ce pouvoir qu'il tient de ses cultes, il le protège farouchement. Il ne le partage pas, il ne le transmet pas. Il le vit, il l'incarne. Il le devient. Il est un mage au sommet du pouvoir, un stratège de l'ésotérisme politique, une énigme vivante. Sa manière de gouverner défie encore aujourd'hui les codes de l'histoire. Et bientôt, cette gouvernance invisible va croiser le destin de son plus grand rival, Soundiata Keïta. La grandeur appelle la confrontation. Et plus un roi est puissant, plus ses ennemis cherchent à le faire tomber. Pour Soumanguru Kanté, l'histoire allait croiser celle d'un autre nom devenu mythique, Soundiata Keïta. Mais contrairement à ce que les récits mandingues laissent entendre, cette rivalité fut loin d'être à sens unique. Bien au contraire, pendant longtemps, c'est Soumanguru Kanté qui dominait. À l'époque où Soumanguru étend son empire, le Manding est un ensemble de petits royaumes fragiles, divisés, souvent vaincus. Ces rois tombent les uns après les autres. Le peuple est écrasé par les impôts, la peur et la domination du roi Soso, dont les conquêtes militaires infligent de lourdes défaites. Pendant ce temps, Soundiata Keïta est en exil, loin du chaos, dans le royaume de Mema. Il n'est pas encore le sauveur. Il est l'absent. Avant de devenir l'ennemi juré du Manding, Soumanguru Kanté propose une alliance. Une entente entre le Soso et le Manding pour affronter ensemble le Ouagadou. Mais il est rejeté. Pourquoi? Parce qu'il est forgeron. Parce qu'il n'est pas noble. Dans la structure sociale du Manding, il y a trois figures qu'on n'associe jamais au pouvoir. Les Dions, les captifs, Numu, les forgerons, et les Dieli, les griots. Soumanguru est traité de Numukeni, petit forgeron. Ce mépris l'insulte profondément. Il comprend que malgré ses conquêtes, il ne sera jamais accepté comme égal. Sa réponse sera implacable, la guerre. Il attaque à plusieurs reprises et l'emporte presque toujours. Il écrase les armées mandingues et installe la terreur. Il est dit qu'il pouvait voler les voix de ses ennemis, les rendre muets ou aveugles sur le champ de bataille. Et personne ne sait comment le vaincre. Même Soundiata Keïta, revenu d'exil, échoue plusieurs fois à le vaincre. Avant Krina, il y a Kaya. Et à Kaya, c'est Soumanguru qui gagne. Le Manding recule et désespère, jusqu'à ce qu'un retournement commence à se préparer. Sous les conseils des devins, Soundiata ne combat plus seul. Il réunit une coalition, pas n'importe laquelle, 12 généraux, pour contrer le chiffre 9 de Soumanguru. Symboliquement, le chiffre de la perfection contre celui du cycle fermé. Cette coalition rassemblait des chefs de guerre venus de toutes les régions voisines, parmi lesquels Kamajan Kamara de Sibi, Daman Diawara du Ouagadou, Faramadoun Koné de Sankara, le redoutable Fakoli Kuruma, neveu et ancien général de Soumanguru, ainsi que l'archer légendaire Samori Bobotera et le stratège Sorizumba Konaté de Toron. Ensemble, ils incarnaient l'unité des peuples contre un pouvoir devenu trop grand, trop menaçant. Ce n'est plus une simple guerre. C'est un affrontement total entre deux conceptions du monde. Soundiata sacrifie 100 taureaux, 100 béliers et 100 coqs. La bataille se joue à Kirina, un site sacré soigneusement choisi. Les forces du Manding se positionnent face au fleuve, dos au village.
Une configuration dictée par les devants. Sumanguru arrive avec sa légendaire assurance. Il pense encore vaincre. Mais ce jour-là, quelque chose change. Les armes du mondain, les cris, les invocations et les chants des griots, tout converge. Et la magie de Sumanguru faiblit. Il avait dit « Je suis roi du mondain par la force des armes ». Et ce jour-là, les armes se retournent contre lui. Il bat en retraite et disparaît. C'est à partir de là que la légende commence. Et les griots se chargent d'en faire une défaite honteuse et une fin sans gloire. Après la défaite de Kirina, Sumanguru Kante disparaît. Mais il ne meurt pas vraiment, car un homme comme lui ne quitte jamais totalement ce monde. Il s'efface dans la colline du Nyanan, entre Kulikoroba et Kulikorogar, un lieu que l'on n'ose pas profaner. Un lieu sanctuarisé où l'on fait encore aujourd'hui des haltes sacrées, des prières et des offrandes. Là-bas, son esprit veille. Là-bas, il devient oracle. C'est à ce moment que commence une autre dimension de son héritage, les prophéties. Sumanguru ne laisse pas derrière lui des lois écrites, ni un empire durable. Mais il laisse des visions, des paroles qui, à l'époque, paraissaient folles, mais qui, aujourd'hui, semblent terriblement lucides. Voici les 9 grandes prophéties qu'il aurait laissées avant de s'effacer du monde. Domba Diamanaba Beko. Certains hommes viendront de très loin, de derrière l'océan. Il parle ici des colons européens, de l'invasion à venir, de la transformation brutale du continent. Il avait senti que cette domination étrangère serait différente de toutes celles qu'il avait combattues, et qu'elle abolirait l'esclavage, non par morale, mais pour en imposer un autre, celui du commerce et de la soumission économique. Les hommes ne seront plus persécutés pour leur foi. Sumanguru était un homme de culte, mais aussi un homme de tolérance spirituelle. Il rêvait d'un monde où chaque croyance aurait sa place. Il prédit une époque où chacun pourrait prier à sa manière, sans peur. Aujourd'hui, dans les pays héritiers du mondain, cette réalité existe. C'est la laïcité, telle que proclamée dans la Constitution du Mali. Maninka Binafara Sosokan. Les Malinqués seront un jour administrés par le Soso. Celui qui fut rejeté comme Numukeni avait envisagé une réconciliation entre les peuples. Une fusion politique, culturelle et symbolique. Il voyait déjà la nécessité de dépasser les divisions ethniques et castes. Aujourd'hui, la capitale du Mali, Bamako, les 2 peuples vivent ensemble. Ils viendront apprendre la guerre là où je suis entré dans l'invisible. Cette prophétie s'est réalisée avec l'ouverture de l'école militaire interarmes EMIA à Koulikoro, sur les flancs même de la colline du Nyanan. C'est là que se forment les futurs officiers du Mali, du Burkina, du Niger. Ils marchent sur les traces de Sumanguru. Une école sous-régionale verra le jour, mais l'autosuffisance restera un défi. C'est aujourd'hui l'IPR-IFRA, Institut Polytechnique Rural de Formation et de Recherche Appliquée, de Katibougou, l'un des instituts agronomiques les plus respectés d'Afrique de l'Ouest, situé non loin du lieu de disparition du roi. Et pourtant, malgré cette institution, l'autosuffisance alimentaire reste une promesse non tenue, comme il l'avait prédit. La sécurité sera un jour incertaine au Soso et au Mondain. Sumanguru avait vu venir l'instabilité. Il avait perçu que ces terres, autrefois source de puissance et de rayonnement, deviendraient des zones de vulnérabilité. Le Mali moderne, en proie aux conflits armés et aux insécurités, vit cette prophétie. Diamana Kele, Mirinan Kele, Tabolo Kele. Un peuple, un but, une foi. Cette devise, énoncée des siècles avant la création du Mali, est devenue celle de la République moderne. C'est l'idéal d'unité qu'ils proposaient déjà aux Malinqués et qu'ils avaient refusé. Aujourd'hui, ils structurent leur État. Ils m'effaceront, mais je reviendrai. Sumanguru savait que son histoire serait étouffée. Il avait compris que les griots, blessés par ses refus de largesse, le feraient disparaître des chants et des épopées. Mais il savait aussi qu'un jour, sa vérité reviendrait. Des hommes parleront de moi avec des outils que je ne connais pas. Et nous voilà, caméra, micro, internet. Nous racontons son histoire, comme il l'avait prédit. Non plus avec les balafons, mais avec des pixels. Sumanguru avait vu venir la réhabilitation. Il savait que l'oubli n'était qu'une étape. Sumanguru Kante était un prophète politique, un penseur visionnaire. Et à travers ses prophéties, il parle au XXIe siècle avec une clarté troublante. Alors que d'autres rois laissent des palais, lui laisse des vérités à découvrir.
Et si ces visions nous parlent encore aujourd'hui, c'est peut-être qu'il est temps de l'écouter vraiment. Des siècles ont passé. Les empires se sont effondrés. Les colons sont venus et repartis. Et pourtant, le nom de Soumanguru Kanté ne s'est pas totalement éteint. Il a survécu dans les murmures, dans les rituels, dans les silences lourds des griots, dans les lieux sacrés, dans la mémoire souterraine d'un peuple. À Koulikoro, personne ne traverse entre Koulikoroba et Koulikorogar sans s'arrêter à la colline du Nyanan. C'est là que Soumanguru est censé avoir disparu. Ce lieu est aujourd'hui un espace sacré. On y prie, on y fait des offrandes, on y demande la bénédiction pour les mariages, les naissances, les projets. La colline est restée vierge de tout lotissement. Même les promoteurs immobiliers l'évitent. Car l'esprit du roi veille encore. Le balafon sacré de Soumanguru, le Sosobala, est toujours joué. Gardé par les griots Kouyaté, transmis de génération en génération, entre la Guinée, le Mali et le Sénégal. Il ne s'agit pas seulement d'un instrument de musique, mais d'un témoin historique, un artefact sacré. À travers lui, c'est la mémoire sonore de Soumanguru qui se perpétue. L'État malien lui a rendu hommage en 2005 en baptisant un centre de formation professionnelle à son nom. Le CFP Soumanguru Kanté forme de jeunes forgerons, ingénieurs, artisans, sur les traces de leur illustre ancêtre. D'autres écoles portent également son nom, comme des centres culturels, des rues. Discrètement, mais sûrement, son nom revient. Longtemps effacé, ridiculisé, diabolisé, Soumanguru Kanté commence à réapparaître dans les consciences. Des chercheurs, des historiens, des conteurs s'intéressent à lui. Les jeunes générations redécouvrent cette figure oubliée à travers les livres, les BD, les documentaires, les performances orales. Les réseaux sociaux, les podcasts, les films redonnent voix à cette mémoire longtemps silencieuse. Et dans les voix des griots modernes, on entend enfin une parole plus juste. Aujourd'hui, les griots ne sont plus seulement des chantres de la gloire passée. Ils deviennent des archéologues de la mémoire, des médiateurs entre l'histoire officielle et les vérités oubliées. Des hommes et femmes comme Bourama Soumano, griot et anthropologue, œuvrent à la réhabilitation de Soumanguru. C'est une nouvelle ère, une époque où l'on commence à comprendre que l'histoire ne peut pas se limiter à celle des vainqueurs. Soumanguru Kanté, c'est l'histoire d'un roi hors norme, d'un stratège de génie, d'un mystique au pouvoir redoutable. Un homme qui a dominé son époque, mais que l'histoire officielle a voulu effacer. Parce qu'il dérangeait, parce qu'il ne rentrait pas dans les cases. On l'a appelé tyran, sorcier, démon. Mais aujourd'hui, nous pouvons le regarder autrement. Comme un visionnaire, un chef politique en avance sur son temps, un homme qui a vu venir les bouleversements du monde. Raconter son histoire, ce n'est pas effacer celle de Soundiata Keïta. C'est restituer une mémoire confisquée, rééquilibrer les voix, redonner du sens à la complexité de notre passé. Car comprendre l'Afrique, c'est aussi réhabiliter ces figures oubliées. Celles qui ont été tues ou caricaturées. Et Soumanguru Kanté, aujourd'hui, n'est plus une ombre, il redevient un phare. TFOL TV, la chaîne qui transforme.